Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher sur un sujet qui ne cesse de faire la une des titres des médias israéliens en ce moment, à savoir les risques actuels de guerre avec l'Iran. Et ce, au cœur de la situation de plus en plus bouillonnante et instable qui prévaut dans toute la région du Moyen-Orient. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse avant de dialoguer avec notre invité. Tout d'abord, depuis la tentative fin août de l'Iran et de ses gardes de la révolution islamique, qu'on appelle les Pasdaran, déjoués par Tsahal, d'envoyer sur Israël des drones et des hélicoptères télécommandés bourrés d'explosifs à partir du sud syrien, la situation militaire dans la région est de plus en plus tendue, impliquant non seulement l'Iran et la Syrie, mais aussi l'Irak et le Liban, tout comme le Hezbollah et d'autres milices chiites, notamment irakiennes ou afghanes, ainsi que le Hamas et le djihad islamique de Gaza. De plus, comme cela s'est produit bien plus massivement en mai 2018 déjà, l'Iran a de nouveau fait tirer au matin du 19 novembre dernier par ses milices chiites supplétives 4 missiles en direction du territoire israélien qui ont été heureusement interceptés par le système de défense anti-aérien du Dôme de Fer. Suite à quoi, l'aviation de Tsahal a riposté le lendemain en menant des raids massifs contre des positions iraniennes et du Hezbollah en Syrie, l'un des raids d'ailleurs les plus massifs de ces dernières années. Deuxième remarque, il faut dire que ce regain d'agressivité iranienne s'inscrit en droite ligne de la conduite des mollahs de Téhéran qui n'ont cessé ces derniers mois de procéder à une escalade graduée, comme pour tester les éventuelles répliques des Américains, des Saoudiens et même des Israéliens. D'abord en arraisonnant et en détournant plusieurs cargos pétroliers circulant dans le détroit d'Ormuz, puis en abattant en juin dernier un drone américain non armé qui patrouillait au-dessus de cette même zone d'Ormuz, puis en attaquant et détruisant le 14 septembre dernier, c'est véritablement un casus belli en droit international, une attaque avec des drones et des missiles de croisière des deux principaux centres pétroliers de l'Arabie Saoudite, le tout sans qu'aucune riposte américaine ne vienne modérer leur ardeur. Troisième remarque, pour mieux comprendre cette situation de plus en plus tendue, il faut rappeler ce qu'est exactement la stratégie iranienne de prise en tenaille d'Israël. Voilà en effet 3 décennies que les mollahs de Téhéran ont patiemment mis en place une stratégie terroriste visant à prendre en tenaille l'État juif sur son front nord et sur son front sud. Au nord, en parachevant ces toutes dernières années l'axe politico-militaire Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, Hezbollah, d'autant que c'est un cabinet chiite assez pro-iranien qui gouverne à Bagdad. Et au sud, en soutenant financièrement et militairement le Hamas et surtout le groupe dissident du djihad islamique, armé jusqu'au cou par Téhéran de roquettes et d'obus de mortier. Pas étonnant donc qu'après la récente élimination ciblée d'Abu el-Atta par Israël, le chef de sa branche militaire, ce soit donc le djihad islamique qui est entamé au début novembre et sur ordre express de Téhéran, un nouveau round de tir de quelques 450 roquettes sur le sud d'Israël en quelques jours. Une stratégie qui s'inscrit dans les desseins plus vastes du régime iranien, consistant, pour traduire sur le terrain régional ses ambitions hégémoniques, à vouloir contrôler, comme nous le disions, les flux maritimes dans le détroit d'Ormuz et aussi à déstabiliser l'Arabie Saoudite, capitale du sunnisme militant, et le Yémen en y faisant agir les milices liées aux fortes minorités chiites et certaines zones de ces deux pays, sans compter une vingtaine de bases militaires iraniennes en Syrie, aux confins donc d'Israël. Autre signe inquiétant de cet impérialisme perse à l'échelle de toute la région, alors que l'Iran pille depuis des années les ressources énergétiques de l'Irak et qu'il tire les ficelles de la scène politique libanaise en faisant et défaisant par tous les gouvernements successifs de Beyrouth, par l'intermédiaire de son supplétif que constitue la milice chiite du Hezbollah, le régime des mollahs de Téhéran est intervenu directement contre le large mouvement de protestation qui s'est étendu depuis presque 2 mois en Irak, en faisant tirer sur les nombreux cortèges de manifestants des grandes villes de ce pays par les membres de ces diverses milices chiites supplétives, faisant près de 400 morts et des milliers de blessés civils. Le tout pendant qu'un vaste mouvement d'aussi grande ampleur qui s'est développé au même moment au Liban, était clairement menacé d'une répression de ce genre par le cheikh Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au pays du cidre et du cèdre plutôt, qui est en fait le bras avancé de l'Iran dans ce pays. Alors pour parler aujourd'hui avec nous de toute cette situation géopolitique régionale très tendue, Tzvi Mazel, un diplomate israélien chevronné. Tzvi, vous avez été entre autres, car vous avez occupé plusieurs postes d'ambassadeur, mais ambassadeur d'Israël en Roumanie dans les années 90, puis aussi en Suède entre 2002 et 2004, et ensuite ambassadeur en Égypte. Vous êtes aujourd'hui chercheur au Jerusalem Center of Public Affairs, le JCPA, je crois qu'on appelle en français le CAP, le Centre des affaires politiques et de l'État, dans les domaines de la géopolitique moyen-orientale et les questions islamiques. Et ce,
Et en plus, à ce titre, vous êtes auteur de nombreuses études et analyses sur les pays et les phénomènes géopolitiques agitant la région. Alors, Zvi, que pensez-vous, en ce qui vous concerne, que l'Iran s'apprête ou s'apprêterait véritablement à attaquer Israël ? Absolument. Écoutez, c'est le but de l'Iran. Et il n'y a qu'Israël, il y a l'Arabie Saoudite, mais surtout Israël, qui empêche l'Iran de prendre le contrôle du Moyen-Orient. Et puis l'Iran se trouve en bonne route là-dessus, parce que son influence se sent au Liban, comme on le sait, en Syrie, en Irak et au Yémen. Donc Israël est vraiment une très très importante force que l'Iran doit détruire. Et d'ailleurs l'Iran l'a dit depuis très très longtemps. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sous-estiment tout ça. Ils disent oui, ils parlent. Si, mais ils parlent puisqu'ils ont une base idéologique et islamique, l'islam chiite radical. C'est un ensemble qui est extrêmement grave et explosif. Et voilà, et Khomeini a pris le pouvoir en 1979 justement pour réaliser ce scénario. Et actuellement, est en train de se faire. Et puisque les Iraniens se trouvent aussi en Syrie, qui a une frontière avec nous, donc la menace devient de plus en plus concrète. Et c'est pourquoi Israël a affirmé, par la voix à la fois de ses responsables militaires et de ses responsables politiques, qu'il ne tolérerait jamais le déploiement et l'enracinement des Iraniens en Syrie. Exactement. Et il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, un haut dirigeant israélien a dit qu'Israël a attaqué les installations iraniennes en Syrie plus de 1000 fois depuis 5-6 ans. Vous vous rendez compte ? 1000 raids. 1000 raids. Et la plupart étaient méconnus parce qu'Israël n'a pas annoncé, ni les Syriens ni les Iraniens, parce qu'ils ne voulaient pas répondre. Ils étaient incapables de répondre. Maintenant, ça sort un peu dehors parce qu'il y a un moment où l'Iran sent qu'elle doit réagir. Elle ne peut pas laisser l'Israélien continuer sans arrêt et à abattre, à tuer des Iraniens. À ce propos, il y a plusieurs centaines de gardes révolutionnaires iraniens ou d'officiers iraniens déployés en Syrie qui ont été tués depuis 5-6 ans. Oui, ensemble, oui. Plusieurs centaines, en fait. Probablement. Et comment l'Iran peut cacher ces faits-là ? Vous savez, un régime dictatorial aussi fort, n'est-ce pas, et peut tout faire. Parce que si on a attaqué 1000 fois, les gens tout autour, je ne sais pas, c'était en Syrie, et puis les gardes révolutionnaires iraniens, et les milices chiites pro-iraniens, et ils avaient des tués. Autour d'eux, il y a des Syriens qui voyaient ça. C'est pas sorti. Bien sûr. Donc ça montre qu'une dictature féroce et cruelle peut faire beaucoup de choses. Finalement, ça finit par sortir, c'est sorti, mais très très tard. Alors, jusqu'à présent, l'Iran a accepté tous ces pertes sans rien dire, en se disant, ok, laissez-les nous tuer même, mais nous, on va se renforcer encore et encore. Et je crois que nous sommes arrivés à un moment où ils savent qu'ils ne peuvent pas s'entrancher comme ils voulaient. Ils ne peuvent pas probablement créer en Syrie une base d'attaque sérieuse contre Israël. C'est pourquoi ils sont pliés sur l'Irak. Donc, je crois que pour l'instant, on peut dire, avec toute la précaution qu'il faut, que le but israélien d'arrêter les Iraniens et d'empêcher les Iraniens a réussi de contenir ou d'empêcher de construire une base contre Israël ou à partir de laquelle aussi le Hezbollah tiré donc de la Syrie a été réussi. On ne peut pas le dire à 100% parce qu'on ne connaît pas exactement les faits, mais on sent que c'est ça l'histoire. Le fait est qu'ils sont repliés sur l'Irak. Enfin, ces derniers jours et semaines, on assiste à une escalade d'une certaine manière, dans la mesure où, à l'occasion de ce millier de raids dont vous parlez, il y a eu des moments où, oui, en mai 2018, les Iraniens ont tiré 20 missiles vers le nord d'Israël qui ont été pour la plupart abattus, qui ne sont pas arrivés. Il y a eu des épisodes, mais là, il semblerait, d'après les commentateurs et les faits des derniers jours, que l'Iran aurait pris une nouvelle position, c'est de ne pas laisser ces raids impunis et de répliquer contre Israël à chaque fois qu'il y a ces raids. Alors j'allais vous poser la question, je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'on risque une guerre avec l'Iran ? À la limite, ça a déjà commencé, puisque même si c'est
une guerre à fleuret moucheté pour l'instant. Mais de quel type de scénario d'attaque pourrait-il s'agir de la part de l'Iran? Est-ce que c'est une attaque visant les sites stratégiques israéliens? On connaît ces sites, le port de Haïfa, éventuellement l'aéroport Ben Gurion, ou même encore le réacteur de Dimona, nucléaire. Ou bien, alors, ce serait une guerre d'usure aux missiles, comme celle qui est intervenue entre l'Irak et l'Iran dans la fameuse guerre qui a duré très longtemps, plusieurs années, ou encore une guerre généralisée, explosive, j'allais dire, en forme de conflagration régionale globale qui impliquerait, comme vous le disiez, le Hezbollah libanais, le Hamas, comme le djihad islamique de Gaza, c'est-à-dire vraiment une explosion tous azimuts. Quel type de scénario pensez-vous? Je crois que tous les scénarios sont possibles. Et jusqu'à présent, on a vu que l'Iran préférait attaquer les autres, n'est-ce pas, les Saoudiens ou les Israéliens, par des proxys, par des agents qu'ils ont créés, comme le Hezbollah. Comme le Hezbollah ou comme les Houthis au Yémen. Mais ça peut aller dans la mauvaise direction. En tout cas, l'Iran ne veut pas, a priori, d'après ce qu'on a compris, l'Iran ne veut pas être impliqué directement en guerre avec Israël. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'Israël peut quand même arriver jusqu'au Iran. S'il y a un missile qui vient de l'Iran directement et il est identifié comme tel, donc Israël aura le droit d'attaquer l'Iran. Et si jamais il y a des missiles israéliens qui tombent sur Téhéran, c'est déjà arrivé de la part de Saddam Hussein dans la guerre, c'est la catastrophe totale pour le régime, n'est-ce pas? Alors, à mon avis, dans les prochains mois, probablement, l'Iran essaiera de contenir tout cela. Elle répondra probablement. Maintenant, d'ailleurs, il a montré, en attaquant l'Arabie Saoudite, les centres pétroliers de l'Arabie Saoudite, elle a montré qu'elle a des missiles précis, n'est-ce pas, qui peuvent voler très bas, attaquer directement. C'est des missiles de croisière. C'est une mauvaise surprise pour Israël, parce que jusque-là, on savait qu'ils avaient des missiles balistiques qui étaient comme ils étaient. Ils continuent d'ailleurs d'en produire, mais là, maintenant, ils ont des missiles qui volent bas, en rase-motte, et qui sont des missiles de croisière. C'est vrai. Peut-être nos services le savaient, mais nous, le public, on ne le savait pas. Et donc, écoutez, je crois qu'il reste encore limité dans leur façon de répondre, n'est-ce pas? Parce qu'attaquer directement, même les centres stratégiques d'Israël, je ne sais pas, des camps militaires ou la Kiryat, Tel Aviv, ça sera trop grand. Israël devra répondre par des moyens extrêmement durs. Et puis l'Iran, finalement, a besoin de son peuple. Et si son peuple commencera à souffrir au-delà de sa souffrance actuelle consécutive aux sanctions américaines, ça sera la catastrophe là-bas. Et il ne faut pas oublier que déjà, il y a des manifestations dans tous les pays qu'elle essayait de dominer, comme l'Irak et le Liban. Et au terrain même, actuellement, ça va très très mal, absolument. Donc, ils n'ont pas la tête pour attaquer Israël et compliquer les situation, frontalement. Mais, encore une fois, chaque fois que je termine à analyser quelques petites choses dans le Moyen-Orient, je dis, mais c'est le Moyen-Orient et tout est possible dans le Moyen-Orient. Alors, est-ce que dans le cas d'attaque, sous quelque forme que ce soit, enfin, pas forcément une guerre, une conflagration terrible, mais une escalade qui toucherait, par exemple, des sites stratégiques israéliens, est-ce qu'Israël a les moyens de faire face à ces différents scénarios? Et si oui, une telle attaque iranienne, ça va dans la suite de ce que vous avanciez à l'instant, est-ce qu'une telle attaque iranienne ne serait pas suicidaire pour le régime qui est déjà aux abois des mollahs de Téhéran? C'est-à-dire, d'un côté, si vous voulez, il y a toujours, à propos de l'Iran, il y a toujours deux phases. D'un côté, c'est un régime extrémiste, chiite, avec des visions messianiques très dangereuses, apocalyptiques, donc qui n'est pas toujours, dont les décisions sont pas toujours fondées sur le rationnel. Et d'un autre côté, on nous explique qu'au contraire, les mollahs sont quand même des gens assez réalistes, qui vont pas se suicider jusqu'au bout, etc. Il y a deux aspects, il y a deux visages de ce leadership en Iran. Je crois, mais d'abord, si jamais il y a une attaque qui se fait, qui se réalise, et l'Iran peut faire des dégâts très importants à Israël, parce que si on tire directement
et du Liban, Hezbollah, de la Syrie, Hezbollah aussi, et aussi de l'Irak, et, je ne sais pas, les gardes révolutionnaires qui auront là-bas des missiles et tournés vers Israël. Et s'il y a 1000 missiles ou 500 missiles, je ne sais pas combien, qui attaquent sans arrêt, c'est-à-dire Israël sera la cible d'attaques des centaines de missiles, et il y aura des dégâts. Seulement, Israël a les moyens, d'après ce que nous comprenons, de répondre très fort pour essayer d'arrêter tout ça. Alors, il y aura des dégâts, mais ça sera arrêté à un moment donné. Il n'y a pas de doute. Et puis après, comme vous avez dit, c'est un peu suicidaire pour le régime de Téhéran qui se trouve déjà dans de très mauvais draps actuellement. Absolument, absolument. Mais en plus, à part ça, vous parlez de l'Irak, on tirerait d'Irak, de Syrie et d'Iran, pourquoi pas du Yémen. Ils ont dit du Yémen, oui. Alors, on tirerait aussi depuis Gaza, parce qu'il est probable que le djihad islamique est complètement inféodé à Téhéran, qui est, bien que ce soit un groupe sunnite, mais qui est aujourd'hui armé et briefé et guidé par Téhéran, sera de la partie, forcément. Oui, d'accord. Écoutez, alors, qu'est-ce que vous dites ici? Vous dites ici qu'Israël est entouré par des pays musulmans et arabes qui voudraient les détruire. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Seulement, écoutez, voilà, c'est ça la situation. Et on a toujours trouvé des réponses. C'est vrai qu'actuellement, avec les missiles ont donné, même aux pays qui ne sont pas très développés, et la possibilité d'attaquer l'autre d'une façon agressive et terrible. C'est une nouvelle donne. C'est ça. Et c'est vrai que nous avons des missiles antimissiles et d'autres moyens pour comprendre vos savoirs, des renseignements, etc. Mais ça ne sera pas facile tout ça. Il y aura des dégâts. Et encore une fois, c'est peut-être la peur des Iraniens, des ayatollahs, de perdre après le pouvoir. Tout est possible. Parce que le peuple iranien a montré depuis une dizaine d'années, où il est sorti en manifestation contre le régime, qu'il est capable de faire certaines choses. Il a été arrêté puisque les gardes révolutionnaires et les bassiges iraniens et les milices locales iraniennes ont tué des centaines de personnes, comme 2009, maintenant d'ailleurs. C'était en 2009 ce que vous disiez, c'était en juin 2009. Oui, c'est vrai, il y a eu entre les deux aussi, il y a eu pas mal de manifestations. Donc ils savent que... En fait, le régime n'est pas vraiment stable comme qu'il nous montre, n'est-ce pas? Le problème, et là j'ouvre une parenthèse, que l'Europe a peur de l'Iran plus que nous, d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Il n'ose même pas dire... Un seul mot, quand un Iranien très important dit qu'il faut détruire Israël, j'ai jamais entendu la France ou la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie dire quelque chose. On menace de détruire Israël, les pays indépendants du peuple juif, un pays membre des Nations Unies. C'est ça le problème, en fait. Et l'Europe nous laisse seuls. Heureusement qu'on a avec nous l'Amérique. J'espère que l'Amérique marchera avec nous. Alors, à ce propos, justement, vous aidez ma quatrième question. Comment expliquez-vous cette incroyable inertie des Américains et même de l'administration Trump qui n'ont pas riposté à toutes ces dernières agressions caractérisées de l'Iran dans la région que j'ai énumérée tout à l'heure, le drone, l'attaque sur l'Arabie Saoudite, l'arraisonnement des cargos, et qui, en plus, cette administration, Trump, elle a effectué en janvier, puis en octobre dernier, il y a quelques semaines, 2 retraits militaires significatifs de leurs troupes déployées à l'est et au nord syrien, et ce, à la grande joie des Iraniens. Comment vous expliquez ce positionnement américain qui inquiète tout de même Israël? C'est vrai, c'est inquiétant d'une façon de... On espère que les relations avec nous sont différentes, qu'ils ne nous lâcheront pas. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais écoutez, l'Amérique, c'est un très très grand pays avec une politique à long terme. Les Américains, surtout à partir plus ou moins d'Obama, ont commencé à se retirer du Moyen-Orient. Ils ne veulent plus être ici, perdre des gens, n'est-ce pas? Et être embourbés dans des conflits impossibles entre les musulmans. Les musulmans se battent sans arrêt. Que ce soit des Arabes ou des musulmans perses ou turcs même maintenant, n'est-ce pas, en Syrie. Ils ne veulent pas, ils en ont marre. Ils n'ont pas réussi à résoudre les problèmes. La démocratie n'arrive pas. Ils étaient pour la démocratie. Ils voulaient créer peut-être une démocratie dans ce pays qui puisse arrêter ces attaques, ces guerres intermusulmans, entre les peuples arabes, etc. Ça n'a pas marché, ils en ont marre. Et puis actuellement, donc Obama a commencé ça, il a lâché le Moyen-Orient, et il a fait entrer derrière la Russie et l'Iran là-dessus. C'est qui nous a fait beaucoup de mal.
n'est-ce pas? Alors maintenant, Trump est venu, il a dit qu'il veut faire to make America great. Retourner je sais pas, à faire de nouveau d'Amérique grand, très important. L'Amérique est toujours grand et très important, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a plusieurs autres calculs. Et tout d'abord, il a été lâché, il est toujours lâché par les Européens. Il s'est dit, écoutez, l'Amérique, depuis Plan Marshall, depuis 1945, c'est l'Amérique, les États-Unis, qui tiennent en fait l'Europe dans sa main. Il y a des centaines de milliers, minimum 100 ou 150 000 soldats américains qui sont basés en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays. D'abord, c'était pour défendre l'Europe contre la Russie soviétique, et puis après, uniquement pour donner un sentiment de sécurité aux Européens. Le budget des Européens pour les armées, pour créer une armée européenne, ça n'existe pas. Non, absolument pas. Et puis, ils ont donné aussi des préférences économiques très importantes aussi à l'Europe. L'Europe n'a pas payé. L'Europe ne veut rien faire et l'Amérique est restée seule pour s'embourber encore une fois, deux fois, troisième fois dans des guerres impossibles. Alors les Américains se sont dit, bon, on en a marre. Écoutez, on en a marre. Et puis après, troisième problème, Trump voudrait être réélu. Et là, le temps approche, c'est le prochain novembre 2020, n'est-ce pas, qu'il y aura les élections. Il se prépare maintenant la campagne électorale qui commence actuellement. Alors il s'est dit, si je me trouve dans une guerre qui ne se termine pas encore une fois en Syrie avec les Kurdes, avec la Turquie, etc., ou avec l'Iran en Syrie, je ne serai pas élu parce que les Américains ne veulent plus de guerre. Donc il y a toute une série de facteurs. Des facteurs qui expliquent pourquoi l'Amérique ne veut pas être ici. Seulement, nous, quand même, nous sommes un allié naturel. Et puis, l'importance des Juifs, la communauté juive là-bas, et la tradition de travailler avec Israël. Et nous, en fait, nous sommes une fête comment on dit, une carrière. Un bateau pour les avions. Un porte-avions. Un porte-avions d'Amérique dans le Moyen-Orient. À partir de nous, ils peuvent regarder, ils ont beaucoup de renseignements, ils comprennent par nous ce qui se passe. Et puis nous sommes aussi des gens qui inventent des choses, qui changent militairement, n'est-ce pas? Et dans le domaine des renseignements, nous pouvons apporter beaucoup de choses à l'Amérique. C'est très important de continuer avec nous. Et d'ailleurs, chez nous, on peut compter sur Israël. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que je me souviens justement, après qu'à Jérusalem, de manière discrète, on se soit montré très inquiet de cette inertie américaine aux provocations et aux attaques qui sont en droit international des casus belli. Oui, quand on attaque les deux grands centres pétroliers d'un pays comme l'Arabie Saoudite, ça aurait dû impliquer une riposte, en tout cas de Riyad, et à défaut des Américains. Mais il y a eu donc, face à cette gêne israélienne, des mises au point du président Trump, qui a répété plusieurs fois, parce qu'il a senti la situation, qu'il ne lâcherait pas Israël en aucune manière, etc. Ceci dit, d'autres experts ont mis en avant un autre facteur, parmi les nombreux que vous citiez, c'est que comme l'Amérique aujourd'hui dispose de gros stocks de pétrole schisteux, eh bien Washington a beaucoup moins besoin que par le passé du pétrole saoudien, du pétrole moyen-oriental, et qu'à terme, les États-Unis devenant autonomes au niveau de leur et autosuffisants au niveau de leur stock de pétrole, eh bien ils n'auront plus besoin de jouer les gendarmes au Moyen-Orient, ce qui expliquerait, d'après ces experts, je ne sais pas ce que vous en pensez, que paradoxalement, entre le démocrate de gauche, voire d'extrême gauche, Obama, un pacifiste, et Trump, qui est exactement à l'opposé en tant que républicain et nationaliste, eh ben on trouve le même, je dirais, le même protectionnisme et la même réticence à intervenir. C'est un paradoxe. Oui, écoutez, probablement l'histoire du pétrole joue, il n'y a pas de doute. Parce qu'à un moment donné, l'Amérique prenait plus qu'un tiers ou même plus, la moitié, non, à peu près 40% du pétrole du Moyen-Orient, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est fini, ils ont beaucoup plus de pétrole que l'Arabie Saoudite par les schistes, justement, vous avez parfaitement raison. Mais en même temps, les facteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure jouent beaucoup. Écoutez, l'Amérique ne veut plus jouer les gendarmes du monde, surtout seule. Et je répète ça, c'est très important parce que je ne sais pas pourquoi les médias internationaux n'en parlent pas, mais l'Europe a lâché l'Amérique. Et l'Europe
fait partie intégrale, fondamentale Du de monde ce qu'on libre. appelle l'Ouest. Oui, L'Ouest est composé de quoi? De l'Amérique, la grande force économique, technologique, etc., militaire, et l'Europe. Et qui a commencé avec les droits de l'homme, avec la démocratie. Alors, l'Europe laisse tout ça de côté. Elle dit aux Américains, jouez là-bas. Nous, on est fatigués, on ne peut pas, etc., etc. Alors, c'est inacceptable. Franchement, il s'agit... Combien de gens il y a actuellement en Europe? Dans les près d'un demi-milliard de personnes. Et ils peuvent produire une armée formidable, ils peuvent avoir une politique extérieure extrêmement agressive qui font peur aux autres, absolument rien. Alors, écoutez, Trump, si j'étais Trump, j'aurais peut-être agi de la même façon. À un moment donné, combien d'Américains sont morts? Des milliers sont morts pour des guerres inutiles et surtout, ils étaient seuls. Et puis, encore une fois, la dernière, il faut le prendre vraiment en considération. Le fait est que Trump voudrait être réélu et ça compte, tout ça. Ça compte. Alors, c'est là qu'intervient dans ce vide créé par ce début de retrait américain, encore que on le faisait remarquer dans un autre magazine, il ne faut pas pousser trop les choses parce que, alors que par exemple les Iraniens ont une vingtaine de bases en Syrie, les Américains, d'après un chiffre qui a été donné, ont encore au Moyen-Orient 69 bases, qui étaient immenses, surtout par rapport aux Russes. Vous avez raison. Donc on parle de retrait, mais tout est relatif. Mais ils n'utilisent pas. Ouais. Ils ont une base au Qatar, probablement la plus grande base du monde. Américain, extérieur. Hors d'Amérique, à Udeid. Et ils ont une base maritime très importante à Bahreïn. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que ces deux bases-là se trouvaient à peu près sur la route des missiles qui venaient de l'Iran et tiraient sur l'Arabie Saoudite. Et tout d'un coup, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Alors, ça montre qu'ils ne voulaient pas voir. C'est ça. Mais dans cette dynamique, disons, de retenue américaine, qui s'explique par tous les facteurs que vous avez énumérés, c'est là qu'intervient l'incontournable et tout à fait central facteur russe, avec 65 000 soldats et officiers, sans compter leurs avions, les missiles hyper sophistiqués comme les SS-300 et 400, et des navires de guerre que Poutine a envoyés donc en grand nombre depuis septembre 2015, justement après qu'Obama ait opéré un premier mouvement de retrait pour protéger le régime Assad pour plusieurs raisons économiques et stratégiques. Influence politique, il faut dire. Et alors en cas de guerre généralisée, si tant est qu'il y a un scénario possible avec l'Iran, entre Israël et l'Iran, quel pourrait être le rôle ou le non-rôle du contingent russe installé en Syrie? Comment les Russes se comporteraient-ils en cas de clash? Écoutez, c'est problématique pour les Russes et pour nous. Et nous sommes arrivés à avoir une espèce de mécanisme de coordination. Ce n'est pas exactement de coordination avec les Russes pour pouvoir attaquer les Iraniens en Syrie. Et ils ferment les yeux à condition qu'on leur dise, écoutez, demain probablement entre 1h et 4h de l'après-midi il y aura quelque chose, mais il donne une certaine indication et nous choisissons des endroits où il n'y a pas de Russes, où les Russes ne doivent pas être tués. Et ça marche. Pour l'instant, ça marchait. Le fait est qu'on attaquait des centaines de fois. C'est passé il y a quelques jours à nouveau. Israël a fait savoir. Il n'y a pas eu de... Oui. Alors, écoutez, les Russes sont là. C'est très embêtant parce que les Russes, en même temps, ils sont alliés des Iraniens. Ils travaillent ensemble en Syrie, n'est-ce pas? Et nous, on attaque les Iraniens, leurs alliés, mais ils nous laissent faire ça. Ils pouvaient arrêter tout ça facilement. Parce que finalement, Israël a ses intérêts, et eux, les Russes, se trouvent dans un pays étranger aussi. Et les Iraniens aussi, d'ailleurs. Les Iraniens qui travaillent en Syrie. C'est pour ça que c'est un pays impérialiste, l'Iran. Non, c'est impossible ce qui se passe là-bas. Alors, comment ces trois forces comment ils s'arrangent entre eux, on arrive à le faire, le fait est, mais c'est très, très, très dangereux. Maintenant, si jamais il y a une grande guerre qui commence, Israël est très attaqué, et à mon avis, je ne peux pas voir autre scénario, les Russes se retiraient d'une certaine façon. Il laisserait les Iraniens, les Hezbollah, face à face. Et avec nous, face à face, je crois.
Oui. Parce qu'ils ne vont pas attaquer Israël, écoutez, c'est Bien impossible. Sûr. Mais on dit qu'il y a déjà des tensions dans le cadre justement des solutions qu'essaye d'imaginer Poutine avec la conférence de Genève et ailleurs. Il y a eu des tiraillements militaires limités entre l'Iran et les Russes. Il n'y a pas de doute. Parce qu'il y a aussi des tensions, même s'ils sont alliés, mais il y a quand même des problèmes sur le terrain. Écoutez, quelle est la politique de la Russie? Elle a pénétré l'Iran et aussi un peu d'ailleurs en Égypte et un peu en Libye pour asseoir son influence. La Syrie, vous voulez dire, la pénétrer en Syrie surtout. Syrie, non, mais elle a de très bonnes... Elle a influencé l'Iran, disons. Non, j'ai dit que la pénétration russe en Syrie fait partie d'un grand design, n'est-ce pas? Un plan général. Un grand plan pour repénétrer dans le Moyen-Orient. Ils ont déjà établi des relations formidables avec l'Égypte, où ils construisent une centrale atomique, etc., etc. Ils ont aussi pénétré un peu en Libye, etc., etc. Et alors, les Russes sont là et ils veulent, une fois ils ont établi leur présence, surtout en Syrie, ils ont une base aérienne à Khmeimim, mais une base navale à Tartus et tout ça. Ils veulent maintenant la paix, la stabilité et participer dans la reconstruction de la Syrie, n'est-ce pas? Et gagner un peu de fric, beaucoup de fric, beaucoup de milliards, et aussi un peu voir ce qu'ils peuvent faire avec les pays. Ils n'ont pas besoin de pétrole syrien, mais ils peuvent l'exporter, etc., etc. Mais ils veulent maintenant un pays stable. L'Iran, le but de l'Iran, c'est que la Syrie ne soit jamais stable. Et ce sera une base d'attaque contre tous les autres. Donc Israël et les autres. Moscou et Téhéran sont en force de collision, en dynamique de collision. À long terme, ça doit être ça. Parce que les Iraniens ne pouvons pas jouer avec la Syrie autant qu'ils veulent, tant que les Russes sont là. Donc les Russes eux-mêmes constituent une force d'arrêt, d'une certaine façon. Vous voyez, tout ça, c'est très compliqué. Probablement, un Européen normal, assis à Paris, ne comprendrait rien. Mais enfin, alors, dernière ou avant-dernière question. L'autre pièce maîtresse de ce puzzle, comme vous dites, assez anormal, régional, en pleine effervescence, qui n'est pas toujours compréhensible, c'est ce que vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà dans ce magazine, c'est la situation intérieure très instable en Iran, où des cortèges de manifestants se révoltent depuis plusieurs semaines dans plus d'une vingtaine de villes du pays contre la vie chère, c'est-à-dire et l'augmentation de 50% du prix de l'essence qui sont le résultat des sanctions américaines. Alors pensez-vous, puisqu'on est en plein dedans, que cette protestation populaire pourrait aller plus loin jusqu'au renversement du régime? Est-ce que c'est un scénario plausible? Écoutez, il n'y a pas de doute, l'histoire nous montre que des régimes comme ça finissent par disparaître. Le fait est que le communisme, la Russie soviétique a perdu son communisme, il n'y a pas de doute. Mais ça prendra trop longtemps. Le problème est de savoir si les sanctions, et vraiment très fortes, imposées par les Américains, joueront en court terme. Il y a une certaine possibilité, parce qu'écoutez, l'Iran vivait de ses entrées de pétrole. Ils exportaient dans les 3 millions de barils par jour. Actuellement, c'est dans les 200 à 300 000. Donc, vous vous rendez compte, il y a 95% qu'elle a perdu. Et alors, quand on n'a pas d'argent et qu'on utilise le peu d'argent qu'on a pour renforcer le Hezbollah ou le Houthi au Yémen, il y a un problème extrêmement grave. Le taux d'inflation est énorme là-bas. La monnaie iranienne actuellement... Réal, je crois. Réal, par des millions contre $1. Je ne sais pas. Donc, écoutez, c'est extrêmement grave. Seulement, il y a, bien entendu, de l'autre côté, il y a la cruauté de ces régimes qui est capable de tuer 1000 personnes, 2000 personnes pour arrêter une manifestation. Mais enfin, à mon avis, et d'une certaine façon aussi, ces régimes jouent un peu sa survie. Parce que, écoutez, si vous prenez Liban et Irak, les manifestations, plus les manifestations dans leur propre pays, c'est grave. C'est extrêmement grave. Tout le monde dit qu'ils s'en sortiront parce qu'ils peuvent tuer beaucoup de gens. C'est vrai, mais écoutez, voilà, on va voir ça. Il y a un autre élément que vous connaissez qui est le véritable verrouillage
des bases du régime par le corps des gardes de la révolution islamique, les Pasdaran, qui non seulement interviennent à l'extérieur, mais qui sont une milice, c'est-à-dire une armée dans l'armée, ou qui détiennent tous les armes sophistiquées dans l'armée iranienne, parce que le reste de l'armée iranienne, c'est pas très moderne, mais par contre, ce sont ce corps-là qui détient les missiles, les forces navales agressives, l'arme nucléaire aussi, enfin en tout cas les préparatifs nucléaires, et c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est le nombre de Pasdaran. On parle de 7 millions de gardes révolutionnaires en Iran, c'est-à-dire Non. Absolument. Non, c'est de Basij. Oui, mais si vous voulez, c'est une police politique qui... Une police politique. Une police politique populaire basée sur les couches pauvres. Voilà, et qui barre, si vous voulez, qui contrôle le peuple. Donc, a priori, le régime sait à l'avance qu'il serait impopulaire. Et il a prévu ces scénarios, puisqu'il y a un Iranien sur 10, presque, qui est un flic du régime. Mais ces Iraniens-là, qui sont loyaux aux gardes révolutionnaires, ils souffrent aussi. Ouais. Ils souffrent aussi. Ils ont des familles, ils ont des enfants qui veulent étudier, qui veulent prospérer dans la vie. Et il n'y a pas assez d'argent. Le taux d'inflation est énorme. On dit que l'Iran, l'économie irakienne va se rétrécir par entre 6 et 12% cette année. Iranienne, oui, d'accord. Cette année, en 2019. Alors écoutez, c'est grave, c'est très grave pour l'Iran. En fait, si vous voulez, c'est un échec total. Seulement, personne ne l'a dit à haute voix. Bien sûr, bien sûr. Alors, dernière question, sur un plan plus général, après ce tour d'horizon, parce que je vous avais posé, on s'était vu à 6 mois, et à la fin de notre rencontre, qui portait sur la conjoncture dans la région, je vous avais posé la même question que maintenant. Mais là, maintenant, il s'est passé quand même pas mal de choses. Sur un plan plus général, pensez-vous qu'Israël se trouve aujourd'hui, donc en cette fin d'année 2019, dans une bonne posture géostratégique et militaire face à tous les dangers qui le menacent? Parce que ces dangers ne font que se multiplier. Oui. Écoutez, d'une part, on peut dire, d'après ce qu'on sait, qu'Israël est des points de vue militaires, Israël est très forte. Mm-hmm. D'après ce qu'on peut comprendre, écoutez, nous ne connaissons pas tous les secrets d'Israël, mais nous comprenons que vraiment notre armée est bien équipée et elle peut arrêter des attaques de tous les côtés. Mais comme je dis tout à l'heure, avec pas mal de dégâts. Alors ça, c'est très important. Mais tout est possible, c'est-à-dire des attaques extrêmement graves feront des dégâts énormes. Mais il n'y a pas d'autre solution. Israël doit se défendre. Israël, c'est-à-dire la survie d'Israël est basée uniquement sur son armée et sur son avance stratégique, technologique, et scientifique, etc., etc. Et il y a aussi un autre facteur, si je puis me permettre, c'est que si les scénarios pessimistes d'attaque qu'on a évoqués vont frapper la population civile, il y a d'ailleurs actuellement une préparation par la défense passive, c'est-à-dire la défense de l'arrière de ça, le front de l'arrière, comme on dit ici. Il y a des préparations à la fois techniques et psychologiques de la population qui sait maintenant qu'elle peut être prise en otage. Elle souffrira. Cette fois-ci, oh là là, excusez-moi. Mais ça arrive. Et donc, vous pensez que c'est quelque chose qui est pris en charge par Tsahal, cette préparation des Israéliens sur le front de la défense passive? Il n'y a pas de doute. À un moment donné, il faudra que, si jamais c'est extrêmement grave, mais en tout cas, l'armée aussi est prête sur tous les fronts de faire ce qu'il faut, et probablement on vaincra, mais avec beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, le commandant en chef de l'armée, l'ancien Eisenkot, se trouve actuellement à Washington, je crois, dans l'Institut de Washington pour les affaires du Moyen-Orient. Il vient d'écrire avec un copain, un autre général, une étude sur les possibilités militaires d'Israël et sa conclusion, ça a été dit récemment, qu'Israël est imbattable. On ne peut pas
vaincre Israël. Voilà ce qu'il a dit, c'est lui qui a dit. Ok. Et nous y croyons. Bien sûr. Dans notre pays. Alors écoutez, c'est sur ce pronostic malgré tout optimiste que nous parvenons à la fin de notre magazine. Merci Zvi d'être venu au studio Qualita. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.